Monsieur le député, cher Gilles Carrez, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers collègues et chers amis, c'est un très grand plaisir que de vous accueillir ce matin pour la nouvelle édition des entretiens du droit public économique qu'organise le Conseil d'État. Et je remercie particulièrement la section du rapport et des études, celle des finances et celle des travaux publics, d'avoir joint leurs efforts pour préparer cette conférence. Je l'avais dit l'année dernière, j'accorde une importance particulière à ces rencontres parce qu'il est essentiel pour le Conseil d'État, lorsqu'il juge, mais lorsqu'il conseille aussi le gouvernement, et notamment sur des projets de texte concernant les enjeux dont nous allons parler ce matin, eh bien, il nous faut comprendre justement les enjeux économiques, les enjeux concurrentiels qui sous-tendent les questions à trancher, mais aussi, et c'est important, de mesurer la portée concrète de nos avis et de nos décisions sur tous les sujets qui irriguent le droit public économique. Lors de la précédente édition de ces entretiens du droit public économique, nous nous étions posé la question de savoir si la fiscalité internationale devait être réinventée. Et la question d'aujourd'hui me semble toujours aussi brûlante. Concession et privatisation, quelle articulation? La formulation est sobre, mais elle ne doit pas faire longtemps illusion. Le sujet est complexe, et face à un sujet complexe, la tentation, pour ceux qui aiment Flaubert, c'est bien de se retrancher derrière le dictionnaire des idées reçues. Si l'on ouvre ce dictionnaire à l'entrée concession, qu'est-ce qu'on y lit? Surtout ne pas en faire, elles ont perdu Louis XVI. Alors, nous ne parlerons pas de Louis XVI, et je ne suis pas sûr que nous aurons à nous lamenter sur le sujet, mais peut-être dans une introduction que je voudrais relativement brève, parce qu'il y a beaucoup plus savant à écouter ce matin, je voudrais m'appesantir d'abord très vite sur les raisons de la complexité du sujet. Je crois qu'elle tient à deux facteurs. D'abord, le sujet, soyons honnêtes, se prête mal à la généralisation et à l'évaluation. Les cas dans lesquels sont intervenues des privatisations d'entreprises concessionnaires de services publics, puisque c'est bien le sujet d'aujourd'hui, restent peu nombreux, et chacun de ces cas est marqué par de fortes particularités. Particularités des secteurs, particularités des marchés concernés. Quoi de commun, en effet, entre la distribution du gaz, l'exploitation d'autoroutes ou d'aéroports, mais aussi particularité des concessions et des modalités de privatisation qui ont été mises en œuvre dans chaque cas. Le deuxième facteur de complexité tient au fait qu'en France, et peut-être plus qu'ailleurs, la question des privatisations a toujours été idéologiquement et politiquement chargée. Et cette journée présente, à mon avis, l'occasion de réfléchir de manière dépassionnée et, je l'espère, fructueuse sur ce sujet. Alors, je suis certain que les intervenants des deux tables rondes qui vont se succéder s'attacheront à lever une à une les difficultés que je viens d'esquisser. Mais je souhaiterais, quant à moi, dans une introduction, encore une fois, qui n'est qu'une introduction et qui surtout n'apportera pas de réponse, esquisser un tableau, en quelque sorte, des intérêts et des risques des privatisations, avant d'abord d'ouvrir la réflexion sur les moyens dont peut disposer l'État pour préserver, le cas échéant, les intérêts publics et ceux des usagers ou des consommateurs des services concernés. Et peut-être dans un deuxième temps, je souhaiterais me concentrer sur le cas plus particulier des entreprises concessionnaires d'activités adossées à de grandes infrastructures. Parlons d'abord des privatisations, pour admettre qu'on observe dans un premier temps, depuis une trentaine d'années,
de nombreuses entreprises chargées de missions de service public qui ont été privatisées au nom principalement d'objectifs économiques et financiers. Je ne m'attarderai pas longtemps sur le droit constitutionnel, le droit administratif, qui, l'un et l'autre, ont accompagné dans la période récente de nombreuses privatisations. Vous le savez, l'encadrement constitutionnel des privatisations dérive d'une lecture a contrario de l'alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946, que je relis, vous le connaissez, tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Et c'est cette lecture a contrario, si un certain nombre de biens doivent être nationalisés, eh bien, c'est cette limite a contrario qui encadre le pouvoir législatif lorsqu'il décide de privatiser telle ou telle entreprise. Les doutes initiaux et à vrai dire légitimes sur la portée de ce préambule ont été levés dès 1986 par le Conseil constitutionnel qui les a érigés en limite expresse aux privatisations. Et la jurisprudence administrative, qui est née d'ailleurs de la reprise par le législateur de 1986 du cadre constitutionnel, en a tiré des conséquences identiques. C'est la décision de section de septembre 2006, Bayrou et autres, justement à propos de la privatisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Mais il faut reconnaître que la portée de l'interdiction posée par le constituant reste en réalité assez faible. Et cela tient d'abord au caractère relativement flou des notions de service public national et de monopole de fait. S'agissant de la première notion, service public national, on sait avec Duguy que la notion même de service public revêt un caractère évolutif, contingent, et qu'elle relève finalement d'un choix politique. C'est pourquoi, hors le cas des services publics qui résulteraient de la volonté même du constituant, dont on a une intuition, mais dont la liste n'a jamais été formellement constituée, et donc notion qui reste présente mais peu définie, il suffit en réalité au pouvoir législatif ou au pouvoir réglementaire de déclasser un service public national pour pouvoir ensuite le privatiser. Et donc c'est presque une exigence de forme pour privatiser ce qui, à un moment donné, revêt le caractère d'un service public national. Il faut que le législateur d'abord dépouille en quelque sorte l'entreprise de ses missions de service public national. Et cela ressort très, très clairement des deux cas dans lesquels cela s'est passé, France Télécom et Gaz de France. Pour France Télécom, c'est la loi qui a partagé entre les différents opérateurs du secteur les missions de service universel. Et dès lors que France Télécom n'était plus exclusivement chargée de ces missions de service public, mais que le législateur les a mutualisées, les a partagées entre les différents opérateurs nés de l'ouverture à la concurrence, la privatisation est devenue possible. Et c'est la même invitation qu'a posée le Conseil constitutionnel pour Gaz de France. Le législateur a dépouillé en quelque sorte Gaz de France de sa mission de service public exclusive. Ça, c'est pour le service public national. Pour la notion de monopole de fait, qui n'a jamais en France fait obstacle jusqu'à présent à une privatisation, la notion n'est pas non plus d'une clarté absolue. Ce qui est certain, c'est que le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, dans son sillage, lorsqu'il examine un projet de loi de privatisation, nous l'avons fait encore récemment à propos de la loi Pacte
dans sa disposition qui privatise Aéroports de Paris, et vous pouvez vous référer à l'avis public rendu par l'Assemblée générale du Conseil d'État. Ce qui est clair, c'est que l'appréciation à laquelle se livre le juge constitutionnel pour définir ce qu'est un monopole de fait n'a pas grand-chose à voir avec ce que font les autorités de la concurrence lorsqu'elles se posent la question du monopole ou pas. Les autorités de la concurrence vont en quelque sorte photographier la réalité de l'offre et de la demande sur un marché pertinent qu'elles vont identifier, et ce qu'elles vont essayer de faire, c'est de voir si du côté de la demande et subsidiairement du côté de l'offre, il existe une substituabilité entre les biens et les services qui permet d'une certaine manière de mesurer l'existence ou pas d'un monopole. Et cette substituabilité se mesure avec des tests économiques, notamment on regarde en cas de hausse des prix comment, je dirais, évolue la demande. Est-ce qu'elle se porte vers d'autres prestataires de services ou d'autres fournisseurs de biens? Ça n'est pas du tout cette méthode qu'utilise le Conseil constitutionnel, et on peut le comprendre parce que lorsque les autorités de la concurrence se posent la question le marché est-il monopolistique ou concurrentiel, elles font un constat photographique à un moment donné. On peut difficilement imaginer que cette notion de monopole de fait évolue constamment en fonction de l'offre et de la demande. C'est une notion relativement pérenne. Et donc, le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, ne font pas une analyse marché par marché en regardant les positions privilégiées que peut détenir l'entreprise marché par marché, période par période. Et il suffit de regarder l'avis du Conseil d'État rendu sur le projet de loi Pacte pour considérer que cette question du monopole de fait a été vite évacuée. Il a suffi de noter que, Aéroports de Paris n'était pas un service public national puisqu'elle n'exerçait ses activités que sur les aéroports de la région parisienne, et que Aéroports de Paris se trouvait en concurrence avec d'autres hubs finalement aéroportuaires et donc ne pouvait pas disposer d'un monopole de fait. L'autorité de la concurrence aurait fait une approche assez différente. Elle aurait regardé les marchés pertinents. Et il y a en matière d'aéroport 2 marchés pertinents. Il y a le marché, en quelque sorte, entre les compagnies d'aviation et les aéroports vers lesquels elles transportent leurs passagers. Ça, c'est un premier marché. Et puis, il y a un marché qui met en relation les aéroports avec les utilisateurs, les passagers aériens. Et l'autorité de la concurrence aurait considéré que le fait que les compagnies aériennes n'aient aujourd'hui pas vraiment de choix en matière de hub aéroportuaire qu'Aéroports de Paris crée quand même, du point de vue des compagnies aériennes, un marché relativement captif. C'est pour dire encore une fois que l'analyse concurrentielle des autorités de la concurrence et l'analyse juridique assez en quelque sorte rapide que mène le juge constitutionnel sont tout à fait différentes et sans doute légitimement différentes. Alors ce cadre relativement souple que j'ai essayé de résumer a permis à partir de 1986 la privatisation de grandes entreprises bancaires et industrielles qui avaient en commun d'évoluer toutes sur des marchés déjà concurrentiels. Et donc ces questions ne se posaient pas et n'étaient pas non plus chargées de missions de service public. Une deuxième vague a concerné, dans un contexte de libéralisation de secteurs historiquement monopolistiques, les établissements gestionnaires de services publics en réseau. J'ai rappelé le cas de France Télécom et de Gaz de France, passés respectivement sous contrôle privé en 2004 et en 2008. À cet égard, il me semble qu'en dépit de l'absence de toute obligation juridique et du principe qui est très fort dans le droit européen, qui rappelle que le traité est neutre vis-à-vis de la propriété des entreprises,
le droit de la concurrence a clairement joué en faveur de ces privatisations, perçues comme le gage de la pleine acceptation du marché par les autorités publiques. Et dans le même temps, après avoir été transformées en sociétés commerciales, un certain nombre d'entreprises concessionnaires de services publics ont été transférées au secteur privé. Je pense là aux sociétés d'autoroutes, aux sociétés concessionnaires des aéroports de Toulouse, Lyon et Nice, et avec la loi Pacte, mais vous le savez, la chose n'est pas faite, Aéroports de Paris, qui sont passés donc d'un régime de droit exclusif à un régime qui s'apparente très fortement à la concession pour ce dernier exemple. Et c'est sur ces derniers secteurs que se focalisera l'attention des deux tables rondes d'aujourd'hui. Alors finalement, peu encadré par le pouvoir constituant et donc dans la main du législateur, quels sont les avantages et les risques des privatisations ? Comment l'État régulateur, qui doit protéger un certain nombre d'intérêts publics, doit raisonner vis-à-vis de ces intérêts et de ces risques ? Le premier intérêt d'une privatisation, et c'est celui souvent qui guide celui qui la décide, c'est celui de dégager des recettes budgétaires qui vont réduire la dette brute. Mais à moyen terme, l'État n'est réellement gagnant que si la somme actualisée des dividendes qui vont être abandonnés est inférieure à l'économie sur la charge d'intérêt, indépendamment, c'est souvent un peu un prétexte, une explication, de l'affectation de ces recettes, par exemple, à un fonds en faveur de l'innovation, innovation qui reste en toute rigueur sans incidence sur le bilan financier d'une privatisation. C'est la raison pour laquelle le prix auquel la puissance publique cède ses actifs est une variable déterminante dans le bilan financier d'une privatisation. Les procédures de cession doivent donc être calibrées pour minimiser les asymétries d'information, et la commission des participations et des transferts, dans laquelle a siégé longtemps le président Philippe Martin, joue ici un rôle capital. Le deuxième intérêt, mais il est toujours discuté, des privatisations est lié au postulat de la supériorité de la gestion privée, qui est d'ailleurs plus fort à l'étranger qu'en France. En France, on n'a jamais considéré que l'État était un mauvais entrepreneur. En tout cas, il n'y a pas cette suspicion qui existe dans beaucoup d'économies de marché sur l'impuissance de l'État ou de la puissance publique à gérer des entreprises. Et nous avons en France, je dirais, une histoire des entreprises publiques qui montre qu'elles ont été relativement efficaces pour moderniser de grandes infrastructures, prendre des risques et investir. Mais on estime souvent que la gestion publique est grevée de défaillances, tenant compte notamment au brouillage des objectifs fixés aux gestionnaires publics, à la lourdeur des procédures de prise de décision et à ce que les économistes anglo-saxons appellent the soft budget constraint, c'est-à-dire la contrainte budgétaire molle, à laquelle, en quelque sorte, qui limiterait en quelque sorte les incitations à l'efficacité. Et il est vrai que les sociétés privées sont généralement plus productives, plus compétitives, car la productivité de leurs facteurs de production est plus élevée. Mais en même temps, la plupart des évaluations s'accordent sur le fait qu'une privatisation produira d'autant plus d'effets bénéfiques que l'entreprise privatisée évolue dans un environnement de marché concurrentiel. En d'autres termes, l'aiguillon de la concurrence, mais j'en suis réellement convaincu, est un bien meilleur inducteur d'efficacité que la privatisation elle-même, à condition évidemment qu'on s'entende sur le terme qu'est-ce que l'efficacité. Mais je suis persuadé que l'aiguillon concurrentiel est bien plus déterminant que la propriété publique ou privée de l'entreprise. C'est en effet la concurrence qui permet de protéger les usagers des services publics privatisés contre les hausses de prix que sont tentées d'imposer les sociétés privées qui intègrent
en général une rémunération du capital plus forte que celle d'une entreprise publique. Et la question des tarifs est d'autant plus prégnante que les privatisations concernent, on l'a vu, des sociétés en situation de quasi-monopole, naturel ou réglementaire, comme c'est le cas pour les autoroutes ou les aéroports, comme c'est aussi le cas, ça n'est pas un service public, la jurisprudence du Conseil d'État l'a dit, la Française des Jeux, qui demeurera titulaire de droits exclusifs sur certaines activités pendant une longue période. Par ailleurs, au-delà de la question des tarifs, privatiser des entreprises investies de missions de service public crée des risques aussi en termes d'égalité, en termes de qualité, en termes de continuité du service public. Comment concilier, par exemple, ce dernier principe de continuité avec le risque de faillite auquel font face les opérateurs privés, ou avec le principe de la propriété des biens et des infrastructures essentielles au service. On l'a compris, et sur ce point, je ne fais que dire moins bien ce qu'a écrit récemment Sophie Nisinski dans un article de la JDA. Je pense profondément que la propriété du capital d'une entreprise de service public, que la détention par l'État de la majorité du capital d'un opérateur de service public est un outil de régulation et dont l'État peut décider de se priver, c'est un choix politique, mais c'est un outil parmi d'autres. Cela n'est pas le seul outil de régulation dont dispose l'État. Et donc la véritable question est celle de savoir si pour des raisons politiques, lorsque le gouvernement décide de renoncer à cet outil de régulation, comment doit-il préserver les équilibres en réinventant d'autres outils pour parvenir à garantir les intérêts publics dont il a la charge. Et ces autres outils de régulation devront être, et c'est toute la question, au moins aussi efficaces pour protéger ces intérêts publics. Et de mon point de vue, indépendamment des convictions que l'on peut avoir sur l'opportunité politique d'une privatisation, c'est la vraie question. Finalement, quels sont les bons outils de régulation pour que l'État puisse efficacement protéger les intérêts publics dont il a la charge. Et c'est très brièvement ce que je voudrais aborder dans la seconde partie de cette introduction. Comment, lorsque l'État décide de privatiser, développer des outils propres à préserver les intérêts publics, ceux des consommateurs qui, encore une fois, sont importants à garantir. Le premier outil de contrôle auquel on peut penser, c'est justement le contrat, qui peut prendre d'ailleurs différentes formes, la concession étant l'un de ces modèles contractuels. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut faire quand même la distinction entre deux situations. Et les économistes de la concurrence distinguent en matière de concurrence deux modèles concurrentiels. Et il faut bien voir que les outils qu'il faut développer sont différents selon que l'on se trouve dans un modèle ou dans l'autre. Il y a ce que les économistes appellent la concurrence sur le marché. En quelque sorte, on fait le choix politique de faire cohabiter sur un marché plusieurs opérateurs qui vont être en concurrence pour fournir les biens et les services attendus par les consommateurs sur ces marchés. C'est le cas, par exemple, en France, des télécoms. Vous connaissez évidemment la téléphonie mobile. C'est le cas de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité. On ouvre à la concurrence, on supprime un monopole et on fait en quelque sorte challenger un opérateur par d'autres opérateurs qui vont avoir les mêmes droits de gagner des parts de marché sur ces secteurs ouverts à la concurrence. Et la régulation dans un modèle de concurrence sur le marché doit s'atteler à garantir à tous les opérateurs ce que les anglo-saxons appellent les level playing fields, c'est-à-dire une égalité des chances pour pouvoir lutter à armes égales avec l'ancien monopole sans avantage en quelque sorte
consentis à ce dernier monopole. Et c'est pour cette raison-là qu'ont été créés des régulateurs indépendants dans les secteurs dont je viens de parler. C'est le modèle de la concurrence sur le marché. En quelque sorte, c'est aux opérateurs de tirer le maximum de l'ouverture à la concurrence qui est décrétée. Et puis il y a un deuxième modèle qui fonctionne dans d'autres secteurs. C'est ce qu'on appelle la concurrence, non pas sur le marché, mais pour le marché. On considère que pour des raisons d'efficacité économique, la cohabitation de plusieurs opérateurs sur le marché n'est pas le bon modèle et qu'il faut au contraire, pour des raisons d'efficacité, réserver des droits exclusifs à tel ou tel opérateur pour ne pas, par exemple, dupliquer des infrastructures qui sont coûteuses à construire. C'est le cas des autoroutes. C'est le cas très souvent en matière, par exemple, de cars scolaires, etc. On ne veut pas multiplier les lignes. On trouve que c'est inefficace d'avoir plusieurs opérateurs. On ne veut pas multiplier des investissements inutiles. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exacerber la concurrence à l'entrée, en quelque sorte, par des appels d'offres, que le meilleur gagne, et celui qui va gagner va avoir le droit d'opérer pendant une durée définie, seul. Et donc là, à la différence de la concurrence sur le marché, cette concurrence exacerbe la compétition, non pas dans la prestation de services ou la fourniture des biens, mais avant, pour gagner le contrat qui va permettre à l'opérateur de réaliser le service pendant une certaine durée. Et là, la régulation attendue pour cette concurrence pour le marché, elle est tout à fait différente. Pour réussir la concurrence pour le marché, il faut définir les conditions idéales avant pour faire en sorte que, encore une fois, les objectifs soient atteints. Ça veut dire définir la bonne durée pendant laquelle ces droits exclusifs vont être confiés, qui ne doivent être ni trop courtes parce qu'il faut pouvoir rentabiliser les investissements pour celui qui va gagner le marché, mais ni trop longues. Parce que finalement, dans un modèle de concurrence pour le marché, le seul moment où l'État est puissant, c'est le moment où, d'une certaine manière, il retrouve, à la fin de la concession, à la fin des droits exclusifs, il retrouve le pouvoir en réorganisant une mise en concurrence. Et on voit bien que ces outils de régulation, c'est le cas, par exemple, des sociétés d'autoroutes, suppose qu'on définisse la bonne durée du contrat, la bonne durée des concessions, et qu'on définisse des procédures d'appel à concurrence qui exacerbent le plus efficacement possible la compétition pour avoir les meilleures en quelque sorte, conditions pendant la période réservée à l'opérateur. Et la question, par exemple, de l'allotissement est une condition très très importante. Comment répartir les lots de cet appel à candidature de manière à avoir le plus possible d'opérateurs qui vont se faire concurrence dans l'attribution, encore une fois, de ce contrat. La deuxième chose importante, c'est que le contrat doit être appréhendé comme un moyen aussi de compenser l'accroissement de l'asymétrie d'information qui va résulter de la privatisation du concessionnaire. Et cela pose souvent la question de l'infériorité du co-contractant public lors de la négociation des contrats. La Cour des comptes l'avait dit dans un rapport qui a fait couler beaucoup de bruit. En 2013, lors de la privatisation des autoroutes, la Cour des comptes avait relevé l'infériorité des services de l'État dans la négociation avec les sociétés concessionnaires ou les candidats à la privatisation. L'autorité de la concurrence, dans un rapport qui avait fait couler tout autant de bruit en septembre 2014, avait insisté sur la nécessité d'avoir justement dans le secteur autoroutier un regard indépendant, et ce sont ces préconisations qui ont conduit la loi du 6 août 2015 à faire intervenir un régulateur indépendant, l'ARAFER, au chevet de l'État, pour lui confier notamment la mission de formuler des avis sur les projets de contrats de concession et leurs avenants. Et pendant l'exécution des contrats, là je ne parle pas de la période
qui va en quelque sorte permettre l'organisation des appels d'offres, mais pendant l'exécution des contrats, l'État doit non seulement disposer de moyens suffisants pour recueillir les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle, mais il doit aussi les mettre en œuvre et, le cas échéant, faire usage des pouvoirs de coercition et de sanction dont il dispose. Et à cet égard, il faut noter que la loi Pacte a certainement tiré ou tenté de tirer les leçons des insuffisances de la gouvernance contractuelle des concessions autoroutières en dotant l'État d'importantes prérogatives à l'égard d'Aéroports de Paris. L'État pourra, par exemple, exiger qu'il soit mis fin à toute décision conclue en méconnaissance du cahier des charges. Il pourra prononcer aussi des amendes importantes en cas de manquement contractuel. Je voudrais terminer en disant qu'une bonne gouvernance contractuelle ne saurait non plus se passer d'une régulation efficace. La privatisation d'opérateurs concessionnaires de services publics rend d'abord particulièrement importante l'intervention d'un régulateur pour garantir que les tarifs pratiqués ne sont pas excessifs. S'agissant, je l'ai dit, des autoroutes, l'ARAFER s'est ainsi vu confier la mission de veiller au bon fonctionnement des tarifs de péage, mission qu'elle met en œuvre lorsqu'elle examine les projets d'avenant à des contrats en cours, en contrôlant l'adéquation entre le montant des hausses envisagées et le coût des investissements supplémentaires mis à la charge du concessionnaire. S'agissant d'Aéroports de Paris, la loi Pacte a prévu l'homologation par une autorité administrative indépendante des tarifs des redevances aéroportuaires. Et plus largement, le régulateur apparaît essentiel pour favoriser la transparence sur la manière dont sont attribuées et fonctionnent les concessions. Son rôle est non seulement de collecter les données relatives notamment aux prix facturés aux usagers, mais aussi d'ailleurs de les rendre intelligibles au grand public, expliquer par exemple pourquoi le prix des péages évolue et quelles sont les alternatives à leur financement. Cette explication, cette pédagogie exerce une pression en faveur d'un meilleur équilibre des contrats, mais permet aussi de renforcer la confiance entre les parties co-contractantes, et je suis sûr que cela sera abordé dans les tables rondes de ce matin. Enfin, la régulation est un outil indispensable pour préserver les intérêts de l'État dès lors que les entreprises en cause sont privatisées, je dirais, et les entreprises sont privatisées lorsqu'elles exercent une activité stratégique pour l'État. Les biens revêtant une telle nature doivent en particulier être protégés, et dans la ligne de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à la protection des biens nécessaires à la continuité du service public, je pense à la décision du Conseil constitutionnel de avril 2005 à propos de la loi relative aux aéroports. La loi Pacte a renforcé le dispositif de contrôle de l'État sur les opérations portant sur les biens d'Aéroports de Paris en remplaçant le droit d'opposition par un régime d'autorisation préalable pour toute opération de cession ou d'apport ou de constitution de sûreté lorsque le bien est nécessaire à la bonne exécution du service public. Et ainsi que l'a récemment rappelé la professeure Sophie Nisinski dans son commentaire de la même loi, le cahier des charges d'ADP précise également les catégories de biens qui ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et auxquels le régime des baux commerciaux n'est pas applicable. Au-delà des biens, l'exigence de continuité du service public implique enfin que la puissance publique dispose du pouvoir, en quelque sorte, de reprendre la main lorsqu'un concessionnaire interrompt, quelle qu'en soit la cause, l'exploitation de son activité ou, le cas échéant, lorsqu'une modification intervient dans le contrôle de son capital en méconnaissance du cahier des charges. Vous le voyez, mesdames et messieurs, le sujet qui va nous occuper aujourd'hui est à la fois complexe et foisonnant. Une journée entière ne sera pas de trop pour déplayer ce terrain chargé de passion, parfois d'idéologie,
Et la réunion de praticiens, de théoriciens s'imposait, je le crois, pour y voir clair sur une question qui se trouve à la confluence de tant de champs différents. Et je tiens, encore une fois, au moment de cette introduction, à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants qui s'apprêtent à partager leur point de vue sous les auspices des présidents Guerminck et Martin. Je remercie également la section du rapport et des études et sa présidente Martine de Boisdeffre, les sections des finances et des travaux publics, ainsi que toutes les équipes du Conseil d'État qui ont rendu possible ces entretiens en droit public économique qui s'annoncent pour cette nouvelle édition particulièrement stimulant. Et je cède sans tarder la parole à Sophie Nisinski qui va nous rappeler le cadre général dans lequel nous devons aborder la question de ce jour. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie.